Donc, on va commencer. Bonjour, vous n'êtes pas beaucoup de participants. Donc, si vous avez des questions, ça va être très facile d'y répondre. Je me présente. Je m'appelle Maxime Debleu. Je suis technopédagogue chez Grandir sans frontières. Grandir sans frontières, qui est un organisme de bienfaisance canadien spécialisé en éducation numérique pour les jeunes et les moins jeunes. Si je suis avec vous aujourd'hui, c'est pour vous parler de modélisation 3D et comment l'utiliser en classe et pourquoi on voudrait l'utiliser en classe. Donc, on va garder les micros fermés de votre côté pendant la présentation, mais si jamais vous avez des questions à poser, que ça va mieux verbalement, on pourra les ouvrir. Mais à tout moment, vous pouvez laisser vos questions dans le clavardage de Zoom. Il y a aussi ma collègue qui est aussi avec moi pour aider à suivre si vous avez des questions. Donc, cette présentation-là devrait pas prendre jusqu'à la fin qui est prévue, à moins que vous ayez des questions. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Donc, juste avant de commencer, qui sommes-nous chez Grandir sans frontières? Comme je le disais, on est spécialisé en éducation numérique. On s'adresse à des jeunes, mais aussi on s'adresse à du personnel enseignant et des intervenants. Si vous pouvez aussi me dire dans le clavardage si vous êtes vous-même enseignant, ça m'aiderait à bien diriger ma présentation. Donc, chez Grandir sans frontières, on offre plusieurs activités. On a plusieurs activités clés en main qu'on offre à des jeunes en parascolaire, en intrascolaire, aussi de façon privée. Nous, on a comme approche une approche qui est ludique et pédagogique. Notre objectif, là, c'est bien sûr, on veut informer les jeunes sur la technologie, mais on veut aussi les amener à l'autonomie numérique. Et puis, bien, chez Grandir sans frontières, on est une équipe de passionnés et très dynamique. C'est quoi la modélisation 3D? Donc, la modélisation 3D, si on résume, ça consiste à utiliser un logiciel, donc un logiciel informatique, pour concevoir et dessiner, faire une représentation mathématique d'un objet en 3 dimensions. Point important ici, représentation mathématique, parce qu'on travaille avec des coordonnées, ce sont des modèles, il y a de la programmation derrière ça. Donc, c'est en résumé la modélisation 3D. Pourquoi je vous parle plus précisément de la modélisation 3D et pourquoi c'est important de la démystifier pour pouvoir l'emmener dans un contexte scolaire? C'est que la modélisation 3D, elle est très utile pour compléter des méthodes d'enseignement actuelles. D'abord, elle s'intègre super bien dans un contexte de résolution de problèmes. Donc, on peut ajouter la modélisation 3D pour bonifier les outils de résolution de problèmes. Et ça favorise aussi l'approche multidisciplinaire. Donc, ce n'est pas tous les jeunes qui apprennent avec les mêmes outils de la même façon et d'avoir plus de diversité dans les façons d'emmener l'enseignement. Ça aide les jeunes. Puis bien sûr, on veut aider nos jeunes d'aujourd'hui à développer leurs compétences numériques. Pourquoi c'est important de développer la compétence numérique? Bien, on le sait, la technologie, elle est partout. Elle est partout dans le divertissement, mais elle est aussi partout dans le milieu du travail. Au milieu du travail, dans l'industrie, on utilise beaucoup la modélisation 3D. Je vous donne quelques exemples. Pourquoi on utilise la modélisation 3D en industrie en ce moment? D'abord, la modélisation 3D permet de réduire les coûts, permet d'éviter de gaspiller de la matière. Si on a un modèle mathématique, une version virtuelle d'un objet, on peut travailler, on peut la regarder, on peut l'analyser. Donc, en production, c'est beaucoup plus facile d'optimiser une production de différents objets. Ça me permet aussi d'optimiser
non seulement sa fabrication, mais le fonctionnement et les procédés. On peut aller au-delà de l'objet directement qu'on produit, mais voir ce qui entoure l'objet, les machines qui vont fabriquer ces objets-là. Donc, la modélisation 3D va nous être très utile pour optimiser à la fois le produit même et les procédés de fabrication. Les procédés de fabrication sont parfois pas idéaux pour certains produits et donc, la modélisation 3D jumelée avec de l'impression 3D, par exemple, va permettre de dépasser, de surmonter les limitations techniques. Maintenant, avec l'impression 3D, on est capable de faire des objets en plastique qu'on ne pourrait pas fabriquer avec d'autres machines qui existent. Puis aussi, dans l'industrie, on va utiliser la modélisation 3D pour personnaliser certains produits, faire de la fabrication sur mesure. On peut digitaliser, par exemple, si je veux faire un gant pour un sport, par exemple, le hockey. Bon, je parle du hockey, je viens du Canada, donc le hockey, ça me vient en tête, mais si je veux faire un gant, je veux que ça soit bien adapté à la main du professionnel du sport, on pourrait digitaliser la main. Puis cette version numérique-là de la main, on peut l'intégrer dans un modèle 3D. Puis la version numérique permet de faire un objet qu'on pourra ensuite imprimer. Bref, il y a beaucoup d'avantages à utiliser la modélisation 3D et l'impression 3D dans l'industrie. Et ça, c'est pour les objets physiques. Vous pensez aussi peut-être au monde du divertissement, les films, les effets spéciaux, les jeux vidéo, même des créations artistiques. La 3D, elle est déjà présente partout. Elle va l'être encore plus dans les prochaines années. Donc, d'avoir des jeunes qui sont déjà prédisposés et qui connaissent, qui sont familiers avec la modélisation 3D, c'est un gros bénéfice. Plusieurs outils qu'on utilise pour faire de la modélisation 3D. Ici, je vous en montre quelques-uns, mais ce n'est pas seulement cette liste-là. Il y a énormément de logiciels. Donc, il y en a quelques-uns. Celui ici à droite, qui s'appelle SolidWorks, c'est un logiciel de modélisation 3D professionnel pour faire, par exemple, on fabrique des voitures à partir de pièces qui ont été faites dans SolidWorks. On a des trucs plus faciles, plus simples à utiliser. Par exemple, 3D Slash qui permet de faire des formes rapidement, peut-être moins précises. On ne va peut-être pas faire un robot qui va aller sur Mars avec 3D Slash, mais ça permet quand même de se familiariser avec la modélisation 3D. Au centre, il y en a 3 que je vais vous parler avec un peu plus en détail. On a Blender, Tinkercad et Unity. Blender, qui est un logiciel de modélisation 3D un peu plus artistique, mais professionnel, qui est utilisé, par exemple, dans l'industrie du jeu vidéo. On a Tinkercad, qui est une application en ligne de modélisation 3D qui est très facile pour les jeunes, même des jeunes en bas âge. Et on a Unity, qui n'est pas tant un logiciel de modélisation 3D, mais qui est un logiciel d'application 3D qui est utilisé beaucoup en jeux vidéo, mais qui permet aussi de faire certaines simulations. Alors, je vais vous donner quelques exemples un peu plus tard au cours de la présentation. Donc maintenant, j'ai bougé de page un peu rapidement. Maintenant, je vous présente quelques exemples comment pour différentes matières scolaires, comment on peut utiliser la modélisation 3D. La première matière, les mathématiques, c'est probablement la matière la plus facile instinctivement qu'on peut penser comment la modélisation 3D peut bien être jumelée dans l'apprentissage scolaire. On peut penser aux formes géométriques. Déjà, de pouvoir avoir les cônes, des sphères, des cubes, pouvoir les voir, les manipuler dans un environnement virtuel, ça peut déjà être intéressant, même pour des jeunes en bas âge là, qui commencent l'école en première année, par exemple. On peut même leur montrer un environnement virtuel pour apprendre à reconnaître ces pièces-là. Puis on peut aller un peu plus loin, ensuite parler aussi des différents axes, le plan cartésien, l'axe des X, les abscisses, les Y, les ordonnées.
La 3D amène l'axe des Z, donc ça permet aussi de pousser les notions de géométrie. On va parler de symétrie, de translation, de rotation. Et même en mathématiques, on a le calcul des surfaces, le calcul des volumes, mais de voir qu'est-ce qui se passe avec un volume quand on modifie une forme, c'est quoi la relation entre le rayon d'une sphère et son volume, par exemple. Et je vais vous montrer quelques exemples. Je vais arrêter mon partage. Je vais vous partager un autre écran pour vous montrer un petit exemple rapide. Donc, si je vous montre ici, attendez, j'ai perdu mon partage, ça ne sera pas bien long. Donc, partage. Donc, rapidement, là, ce que je vous montre ici, c'est un logiciel, c'est l'application en ligne Tinkercad, qui est un logiciel gratuit qui est facile à utiliser pour des jeunes. Donc, je vous ai rapidement fait ici un petit exemple. On voit, il y a une flèche sur le côté gauche de la page et au centre, la ligne pointillée représente un axe de symétrie. Et puis, bien, très facilement, dans un logiciel de 3D, on peut présenter la symétrie. Dans Tinkercad, on a un bouton qui fait la symétrie. Si je l'utilise, on voit rapidement. Oh, excusez-moi, petit problème de connexion. Tinkercad, c'est un logiciel en ligne, donc on est parfois un peu à la merci de connexion Internet. Attendez, je vais reprendre. Donc, oui, je disais la symétrie. Donc, expliquer rapidement la symétrie, qu'est-ce que ça donne? Avec un simple bouton, on peut voir la symétrie selon un axe de symétrie. Et ça, c'est un exemple qui a été fait rapidement. En classe, on peut aller beaucoup plus loin, évidemment, selon le temps qu'on a disponible, l'intérêt des jeunes, etc. Mais rapidement, on a ici, on peut présenter une symétrie. Je vous ai parlé de volume. Pour calculer, je vais vous montrer un autre logiciel rapidement pour vous montrer le volume. Ce ne sera pas bien long. Encore une fois, donnez-moi un instant, je vous partage le bon écran. Donc, ce que je vous montre maintenant, c'est le logiciel Blender. Donc, le logiciel Blender, qui est un logiciel un peu plus complexe. Comme vous voyez, l'interface, elle est différente, elle est peut-être un peu moins colorée. Donc, Tinkercad, c'est vraiment pour les jeunes, on va dire 7, 11 ans, et tandis que Blender, peut-être plus pour des adolescents, donc 12 à 17 ans environ. Et donc, Blender, encore une fois, c'est un logiciel 3D. Il permet de manipuler un environnement en 3D. On a des objets qu'on peut venir manipuler aussi. Et ce que je vais vous montrer ici, c'est que j'ai un cube. Ce cube-là, si je vous le montre vu d'en haut, bon, c'est peut-être pas très clair avec le partage d'écran. Vous ne voyez pas très bien. Je vais essayer de vous annoter l'écran pour bien vous montrer ce que je veux vous dire. Là. Vous voyez, il y a peut-être une grille en arrière. Donc, le cube, il fait 2 unités de côté, donc 2 cm de côté. Et c'est quoi le volume d'un cube qui aurait 2 cm de côté? Bien, on pourrait le calculer avec les formules, bien sûr. Mais ce qu'on peut faire aussi, un logiciel comme Blender peut nous trouver automatiquement c'est quoi le volume de ce cube. Donc, si je sélectionne mon cube et j'ai un outil ici d'analyse, si je clique sur le volume, bien, mon cube, ça me montre ici que mon cube a 8 cm. Puis oui, parce que c'est la hauteur fois la largeur par la profondeur, 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Mais aussi, on a une autre façon de le voir. Grâce à Blender, on peut visualiser les objets de différentes façons. Et si je viens vous montrer ici, j'ai découpé cet objet, puis on voit que l'objet est composé de plusieurs cubes. Donc, encore une fois, je vais essayer de vous mettre en surbrillance à l'écran, ce dont je vous parle. On voit ici un des cubes qui forme mon gros cube. C'est un cube de 1 unité, de 1 cm par 1 cm. Puis derrière, il y en a un autre. Bon, désolé, mes lignes ne sont peut-être pas très droites. Là. Et ici, il y en a un autre. Et si on les compte tous, ces cubes, bien, il y en a 8. Donc, on voit directement là, 8 cubes, 8
C'est facile à manipuler. On n'a pas besoin nécessairement de le faire en maquette en classe. Parfois, on manque de matériel. Le bricolage, c'est intéressant si on peut le faire en carton. Si vous avez des briques Lego, par exemple, ça va bien. Mais on a aussi une autre façon de l'illustrer différemment. Et on peut montrer d'autres objets que le cube. Si je vous mets ensuite à côté du cube ici, si on ajoute, par exemple, un cylindre. Donc, j'ajoute un cylindre qui aura 1 centimètre de rayon. Donc, je ne sais pas, mon cylindre il est un petit peu loin, ce ne sera pas bien long. On va le ramener plus au centre. Oh, excusez-moi, j'ai comme perdu mon... Voilà. Je vais juste recommencer. Excusez-moi, j'ai un petit problème, petit pépin technique de mon côté. Donc, on disait ajouter un cylindre. Donc, un cylindre. Le cylindre qui est la même que son rayon est de 1 cm, où il y a 2 cm de diamètre. Mon cube qui a 2 cm d'arête. Donc, c'est quoi la différence entre un cube qui a 8 cm de volume puis un cylindre qui a les mêmes dimensions de diamètre? Encore une fois, l'outil d'analyse ici peut nous montrer le volume, puis très rapidement, bien, on peut voir le résultat. Et là, ensuite, on peut jouer avec ces résultats. Qu'est-ce qui se passe si on modifie mon cylindre, s'il est plus petit, si, par exemple, je le mets 2 fois plus petit, c'est quoi l'impact sur le volume? Et donc, à chaque fois qu'on modifie, on peut rapidement avoir dans l'outil d'analyse un nouveau volume qui est calculé. Et ça se fait pour n'importe quel type de forme. Dans Blender, il y a une forme un peu complexe qui est une espèce de petite tête de singe. Il y a même une forme aussi complexe que celle-ci. On peut avoir Blender qui calcule automatiquement le volume. Et ce n'est pas très long. Donc, ce volume-là est de 2 cm parce que c'est un peu plus petit que le cube. Et donc, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin. Donc, je vous ai fait un survol rapide de Blender. On pourra y revenir un peu plus tard si vous voulez. Donc, je reviens au partage de la présentation. La présentation est ici. Voilà, si vous avez des questions, je vous rappelle, vous pouvez poser vos questions dans le clavardage à n'importe quel moment. Donc, en mathématiques, c'était assez simple. Puis, je vous ai montré aussi les types d'outils qu'on peut utiliser. Donc, on va continuer. On parle de physique. La physique, on a les notions des forces, des mouvements, de la friction. On peut simuler tout ça en modélisation 3D à l'aide d'un logiciel 3D. On peut faire des assemblages, vérifier comment des pièces vont interagir entre elles. On peut faire différentes simulations. Donc, je disais des forces, on peut penser plus spécifiquement à la gravité. On voit dans l'image ici à droite, c'est de l'eau qui s'écoule dans une boîte. On peut, selon le logiciel qu'on utilise, on peut faire des simulations très complexes, la mécanique des fluides, les pressions. Et parlant de la gravité, j'ai un autre petit logiciel à vous présenter. Donc, je vais basculer dans un logiciel qui s'appelle Unity. Unity, qui est un logiciel professionnel de création de jeux vidéo, qui est aussi un peu plus complexe, peut-être moins approprié pour des très jeunes. Je vous montre un échantillon d'application. Dans le cas d'Unity, ce qui est amusant, c'est qu'on peut rapidement créer une scène, ce que vous voyez à l'écran, mettre des objets, puis voir comment ces objets-là, quels sont le type d'interaction qu'ils peuvent avoir entre elles. Donc, j'ai une planche ici. J'ai un cube, le cube rouge, puis j'ai la sphère en jaune. Et bon, la sphère, je lui ai mis une masse. Elle a une masse de 1. Le cube a aussi une masse de 1. Je ne vous montrerai pas trop en détail Unity, c'est très, très complexe. On va se concentrer sur la simulation. Et si je lance la simulation, bien,
qu'est-ce que vous pensez qui va se produire? Là, on peut s'y attendre, là. On peut penser, si on pose la question à des jeunes, bien, ils vont dire, bon, bien, la sphère va tomber, le cube va faire pencher la planche d'un côté, et puis là, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Bien, voyons voir ce qui va se passer ensuite. Donc, je vais appuyer sur Play ici. La sphère tombe et ça fait tomber le cube, la sphère roule, le cube rebascule. Donc, on a une simulation qui a été faite avec les objets placés de cette façon-là. Qu'est-ce qui se passe si on change la masse de notre cube, par exemple? Si le cube a une masse 2 fois plus grande, donc au lieu d'une masse de 1, je vais mettre une masse de 2. Est-ce que ça fait une différence? Donc, on relance la simulation et là, on voit que le cube, ayant une plus grande masse, va aller moins loin. On peut faire l'inverse. Donc, on peut faire beaucoup de simulations comme ça très rapidement. On peut changer. Donc, si par exemple, je mets ici 5 pour la masse de la sphère, je déplace le point de pivot de l'espèce de bras de levier. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On peut voir plusieurs comportements seulement en changeant des variables rapidement dans une interface de modélisation ou de conception, visualisation 3D. Je reviens à ma présentation. Désolé encore pour ce bascule d'écran-là. Voilà. Donc, pour la physique, c'est aussi facile avec la modélisation 3D, les outils disponibles, d'emmener cet aspect-là en classe. Si on continue, ensuite, en chimie, voir des molécules, bon, même avec un microscope, c'est peut-être plus difficile. Pourquoi pas les voir dans un univers virtuel? Donc, ça nous permet de voir la taille des atomes, par exemple, comparée à la taille des molécules, voir la relation entre les atomes, comment ces composés chimiques-là, de quoi ils ont l'air, on peut les manipuler, on peut les faire tourner dans l'espace virtuel. On peut voir les différents états de la matière, comment ces molécules-là sont agencées selon si c'est un état gazeux, liquide, solide, etc. Et qu'est-ce qui se passe avec les solutions, comment tous ces assemblages chimiques-là qu'on explique, qu'on va parfois avoir peut-être un modèle sur le bureau, où on va faire les dessins au tableau. Bien, grâce à la modélisation 3D, on peut vraiment les créer. On peut soit, en tant qu'enseignant, les avoir créés à l'avance puis les présenter à nos élèves, ou on peut demander directement aux élèves de faire la modélisation pour les aider à apprendre comment ces molécules-là ou les atomes sont organisés dans un contexte de classe de chimie. Bon, je ne voudrais pas vous montrer avec les logiciels comme tantôt, je n'ai pas. Mais vous pouvez imaginer avec Tinkercad, peut-être la chimie avec Tinkercad, c'est un peu jeune, mais même avec Tinkercad, qui est un logiciel très simple, on peut disposer des sphères dans l'espace, organiser un environnement, puis pas nécessairement besoin d'aller dans les logiciels complexes comme Blender. Tinkercad, c'est facile, c'est rapide. On arrive à un résultat rapidement. Si je poursuis maintenant en biologie, parler de l'anatomie, voir le corps humain, c'est l'ADN. Bon, l'espèce de spirale d'ADN, on commence à la voir souvent, mais est-ce qu'on peut la manipuler? Qu'est-ce qu'on peut aller voir plus en détail? C'est quoi les différents morceaux d'ADN? C'est quoi ce qu'on retrouve dans une cellule? On voit au centre une modélisation 3D d'une cellule, un schéma virtuel qui permet, encore une fois, de se déplacer. Comme je disais à la page précédente, on peut même demander à des élèves de faire eux-mêmes une modélisation pour voir s'ils ont bien compris quels sont les différents composants dans une cellule. Modélisation 3D va aussi nous permettre de voir à l'intérieur du corps humain et à l'intérieur des organes, les os. On a souvent vu dans des classes de biologie ou en médecine ce squelette, je pense, qui s'appelle Oscar, qui est là, qu'on pouvait aller, on peut manipuler, voir les bras, voir les os.
Mais imaginez, avec une simulation en 3D, bien, on peut avoir différentes couches, on peut rentrer à travers, on peut rapidement voir la peau, les muscles, le système sanguin, puis tout ça, ça se manipule rapidement et c'est assez facile de voir. Dans l'image que je vous montre ici, bien, on voit il y a le crâne, donc on voit l'os du crâne, on voit le cerveau à l'intérieur, puis on voit bon, la forme du visage. Puis là, ça permet même de contextualiser un peu plus c'est quoi les proportions, comment tous ces différents parties de notre système, de notre corps humain s'emboîtent les uns dans les autres, puis comment notre corps, comment par exemple le sang peut circuler du cerveau jusqu'au cœur, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de possibilités de voir, au lieu d'avoir à nécessairement disséquer en classe, mais on a une autre façon de visualiser qui vient bien compléter les apprentissages aussi en biologie. En français et en anglais, donc apprendre des langues, autant notre langue maternelle, des langues secondes. Bon, ici, je vous parle de français et anglais parce que moi, je suis à Montréal, je suis au Canada. Donc, ce sont les deux langues principales qu'on a ici. Mais donc, je pense qu'on a quelqu'un au Pérou, donc l'espagnol ou pour la personne au Portugal, le portugais, d'autres langues aussi qu'on peut, peu importe la langue, on peut utiliser la 3D de différentes façons. Là, on commence à aller on doit faire un petit effort de créativité pour aller un peu plus loin pour voir comment bien intégrer la 3D dans les langues. Mais déjà, juste d'avoir à faire des objets, je vous montre ici à gauche, faire un logo, faire des gravures, juste d'utiliser la modélisation 3D pour faire une impression 3D. Souvent, la modélisation 3D et l'impression 3D, ça va de pair. Donc, d'avoir un objet on utilise les lettres, on écrit un texte. Vous pouvez penser, par exemple, à un jeune qui apprend à lire, s'il en est à ses premiers mots, bien, il pourrait développer peut-être un meilleur attachement s'il conçoit lui-même, par exemple, une petite plaquette avec le mot de la semaine dessus ou son prénom ou peu importe. Et donc, ça lui donne un résultat qu'il peut même manipuler, qu'il a créé lui-même. Donc, ça peut favoriser l'apprentissage de cette façon-là. Si on peut parler dans un cours d'histoire, par exemple, parler d'histoire avec les langues, puis l'imprimerie, les livres, on peut faire des tests, on peut jouer avec des caractères d'imprimerie. Imaginez refaire l'équivalent d'une presse en imprimant en 3D des lettres pour faire imprimer du texte, comme sur des anciennes presses à imprimerie. Ça peut être aussi une façon intéressante. Et bien sûr, la modélisation 3D, bien, ça vient avec un vocabulaire puis un champ lexical qui est riche, qui est nouveau, qui est différent. Donc, ça permet de repousser un peu les limites de connaissance d'une langue. Et si on utilise, par exemple, un logiciel comme Blender ou Unity, c'est souvent des logiciels qui sont principalement en anglais, qu'on peut utiliser dans d'autres langues, mais sont souvent en anglais par défaut. Et ça permet d'apprendre l'anglais juste en utilisant l'outil même, donc développer la connaissance d'une autre langue. Ça va pour tout le monde jusqu'à maintenant? Vous me le dites si vous avez des questions. C'est toujours possible de poser des questions dans le clavardage. Là, je tombe dans l'aspect plus artistique, les arts plastiques, les arts dramatiques. Comment on peut intégrer la modélisation 3D dans ces matières scolaires-là? Bien, facile de penser seulement le côté œuvre, faire des sculptures, faire quelque chose d'un peu plus soit abstrait, figuratif, mais très, très créatif. De la même façon qu'on va peindre, on va faire de la sculpture. En 3D, bien, on peut faire la même chose en virtuel. Donc, c'est comme un médium supplémentaire qu'on peut ajouter dans les cours d'art plastique. Ce que je vous montre au centre, c'est, je vous parle de forme négative puis de moulage. Ça peut aussi être intéressant de comprendre comment
là, ce qu'on voit ici, c'est une bague, mais comment, par exemple, les joailliers vont faire des bijoux. Donc, ils créent une forme inverse dans laquelle ils vont couler la matière. Donc, c'est une bague en or donc dans laquelle on va couler l'or. C'est comme ça qu'on crée des bijoux. Mais donc, on peut utiliser les formes négatives pour faire des moules de toutes sortes de façons. Et ça amène un niveau ça amène la réflexion à un autre niveau parce qu'il faut comme penser à l'envers. Ça peut être très intéressant aussi. Et complètement à droite, là, je vous parle ici de mise en scène, de scénographie. Je vous ai montré Blender, je vous ai montré Unity. Vous avez vu dans Tinkercad, tous ces logiciels-là ont comme un grand plancher virtuel sur lesquels on vient déposer des éléments. Et ça s'appelle une scène dans le logiciel. Et c'est ce qu'on fait. On fait une mise en scène et puis on peut tester des différents éclairages. Blender, par exemple, on peut même faire des petits films avec Blender. Donc, une mise en scène, voir c'est quoi l'impact de l'éclairage, les jeux d'ombre, les différents mouvements, les perspectives. Donc, on peut emmener tout ça à travers la modélisation 3D, qui sont parfois des concepts qui prennent beaucoup plus de temps à mettre en œuvre. Installer en classe, installer de l'éclairage, faire des mises en scène, ça peut être un peu plus long. La modélisation 3D, en venant compléter l'enseignement, peut parfois prendre certains raccourcis pour nous emmener à un objectif pédagogique beaucoup plus rapidement. En géographie et en sciences naturelles, on peut utiliser la modélisation 3D pour voir différentes échelles de la topographie ou de les frontières géographiques. Là, ici, on voit à gauche une carte de l'Europe avec les pays qui sont sur différents niveaux. Ça me permet de visualiser autrement que seulement 2D avec des contours. Ça peut peut-être aider certains élèves à mieux assimiler la relation entre les différents pays. Mais la modélisation 3D permet d'aller à différentes échelles en temps réel aussi. Vous avez peut-être déjà utilisé l'application Google Earth ou Google Maps où vous voyez, donc, vous reculez, vous êtes très loin, là, vous voyez là, la Terre ou comme le globe terrestre, puis vous approchez de plus en plus. Puis, sur Google, bien là, on va voir de plus en plus de détails. Sur le globe terrestre en classe, bien, il y a une certaine limite à ce qu'on peut montrer sur le globe terrestre, tandis qu'avec un environnement 3D virtuel, bien là, on peut aller un peu n'importe où. On peut voir vraiment très proche ou très loin. On peut même voir les différents types de terrains. C'est quoi la différence entre des montagnes, un iceberg, par exemple, qui a un bout qu'on voit qui est en dehors de l'eau, mais qui a une grande partie qui est submergée. On peut se déplacer vraiment en 3D, voir ce qui dépasse en dessous, aller voir des glaciers. C'est quoi les chaînes de montagnes? Comment ces chaînes-là ont pu voir le jour? Ici, à droite, on parle de topographie, de géologie. On peut utiliser la modélisation 3D pour aller voir les différentes strates dans les couches. Si, par exemple, on fait une section d'une montagne, on peut couper la montagne à différents endroits, voir comment ces couches-là ont changé. Qu'est-ce qui se passe avec un volcan, par exemple. Ensuite, en histoire, j'ai écrit voyager dans le temps en haut, là, c'est parce que c'est un environnement virtuel. Là. On n'a plus les limites spatio-temporelles pour visiter. On peut aller, les dinosaures, on peut aller en préhistoire, voir de quoi avait l'air un dinosaure. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, comme moi, ces fameuses blagues-là du tyrannosaure qui a les bras trop petits et qui ne peut jamais rien faire, le tyrannosaure. Il a comme toujours les bras trop petits, puis il y a des blagues à ce sujet-là. Mais est-ce que c'est vrai qu'il ne pouvait rien faire? Est-ce qu'avec un modèle virtuel 3D
tyrannosaure, est-ce qu'on ne pourrait pas constater que peut-être que ses bras étaient petits, mais il n'y avait pas besoin de bras plus longs parce que la position de sa tête, quand elle tournait, pouvait aller rejoindre tout ce qui était... il n'y avait rien qui était hors de portée, par exemple. Donc, on peut visualiser des comportements d'un dinosaure qui existe même plus aujourd'hui. On peut visiter des monuments connus. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'habiter au Portugal. Ben, peut-être que moi, ici à Montréal, ben, je peux aller visiter des endroits portugais ou je peux aller visiter au Pérou, aller voir. J'ai ma classe montréalaise, puis on va visiter le Machu Picchu sans sortir de la classe. Donc, ça peut être très utile pour aussi visiter des monuments. Ici, au centre, j'ai mis, on voit une tour Eiffel, mais il y a plein d'autres endroits. Il y a même des endroits qui n'existent plus. Donc, des endroits historiques. On peut penser, par exemple, aux pyramides, au Colisée à Rome. C'était comment quand ces bâtiments-là existaient dans leur environnement et qui étaient plus comme aujourd'hui, comme des ruines qu'on visite, c'était quoi dans ce temps-là? D'ailleurs, les jeux vidéo utilisent beaucoup la modélisation 3D et je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un jeu de Assassin's Creed qui se passait en Égypte. Et dans ce jeu-là, ils ont fait une reconstitution à l'aide d'historiens, ont fait une reconstitution de villes, de villages égyptiens à l'époque des pyramides. Et on peut, grâce à ce jeu-là, sans nécessairement jouer le jeu, on peut aller se promener puis visiter la modélisation 3D qui a été faite de cette ville-là, puis voir de quoi ça pouvait avoir l'air à l'époque, quelque chose qu'on ne pourrait pas faire aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, je voulais revenir rapidement à Tinkercad juste avant de poursuivre. Je crois que j'étais déjà dans Tinkercad. Juste pour vous montrer rapidement, dans Tinkercad, je vais vous montrer un autre Tinkercad qui est le logiciel très, très simple. Donc, je vous parlais d'histoire, je vous parlais de dinosaures. Bon, ce n'est pas à l'échelle, ce n'est pas anatomiquement correct, mais dans Tinkercad, on peut trouver des pièces pour fabriquer son propre dinosaure. Attendez, je vais j'essaie de vous montrer rapidement la tête du dinosaure. Bon, comme je vous disais, ce n'est pas une représentation fidèle d'un dinosaure, mais pour intéresser les jeunes, on peut venir construire son dinosaure dans Tinkercad assez facilement. Puis ce sont des pièces qu'on peut imprimer en 3D, puis on peut se faire un personnage dinosaure. Donc, déjà, juste pour intéresser un peu plus. Parfois, il y a certains élèves qui ont besoin d'un petit peu plus de motivation. Mais avec la modélisation 3D, ça peut aider cette petite poussée-là dont les jeunes avaient besoin pour continuer. Puisque je suis dans Tinkercad, je vais en profiter pour vous montrer d'autres éléments aussi. Dans Tinkercad, on a des pièces. Ils ont même une catégorie de pièces d'apprentissage. Là, désolé, mon Tinkercad est en anglais. On a Learning. Je vais vous montrer rapidement. Attendez, si je peux bien retrouver ce que je cherche. Bon. Ici, on a une représentation du système solaire qui est même déjà fait dans Tinkercad, si vous voulez expliquer le système solaire. On peut aussi le faire soi-même, mais on a une façon de voir des planètes. Bon, ça, ce n'est pas la meilleure représentation. Là. Comme on voit, là, les planètes ne sont pas à la vraie échelle, mais une façon de faire un système solaire assez simple. Je voulais aussi vous montrer, il y a dans Tinkercad, je vais vous montrer le télégraphe ici. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à l'écran. Peut-être que je vais changer de couleur, ça peut être plus clair comme ça. Donc, pour accompagner certains moments d'enseignement, si on parle du télégraphe, bien, on a à portée de la main
une représentation 3D, puis on peut aller le voir. Certains logiciels ou certaines modélisations pourraient même faire en sorte qu'on pourrait appuyer. Donc, on peut même, juste avec des petits ajouts, venir apporter un complément, une façon de voir quelque chose de plus dans nos classes. Est-ce que j'avais un autre élément que je voulais vous montrer ici? Donnez-moi un petit moment. Bon, là, je crois qu'il y a... Bon, Tinkercad, c'est un logiciel qui est gratuit puis qui évolue souvent. Puis parfois, ils font des petites mises à jour. Et apparemment, ce que j'avais vu hier et que je voulais vous montrer, je ne le vois plus aujourd'hui. Ce n'est pas très grave. De toute façon, ce que je voulais vous montrer, c'était justement ça, qu'on peut ajouter un élément qui est déjà fait. Et ça, autant dans Tinkercad que dans Blender, par exemple, il y a des banques de formes déjà faites qui existent en ligne, qu'un enseignant peut trouver gratuitement des objets 3D existants, déjà modélisés, pour plusieurs sujets, pour donc venir compléter son enseignement. L'enseignant n'a pas besoin de toujours lui-même faire la modélisation. Il y a des outils, il y a des banques de modèles qui sont déjà disponibles. Donc, si je continue maintenant sur un autre sujet, l'architecture. On a tous, là, je vais prendre l'exemple à droite pour commencer, là, on a probablement tous déjà vu des maquettes architecturales qui avaient été faites. On va dans des musées, par exemple, on va voir une version à l'échelle d'une ville ou d'un bâtiment. Et bien, tout ça, ça peut être fait avec beaucoup plus de précision maintenant. Si ça a été modélisé en 3D et qu'on l'imprime en 3D, on peut avoir un niveau de précision qui est vraiment impressionnant. Moi, je me rappelle d'avoir vu des trucs, des maquettes qui étaient faites avec, comme par exemple, des bâtons d'allumettes, des petits bouts de carton, puis on trouvait un peu ce qui traînait à gauche et à droite pour faire la maquette. C'était une bonne représentation. Mais maintenant, on peut avoir vraiment la vraie maquette précise qui est imprimée en 3D. Et si on n'a pas l'impression 3D, on peut quand même le faire, les visiter, ces lieux-là architecturaux, de façon virtuelle. On voit ça parfois même avec des casques de réalité virtuelle. On peut aller dans un environnement et visualiser l'environnement comme si on était là. Ça peut même permettre aussi de planifier, faire de l'urbanisme. Si on parle d'écologie, si on parle comment faire une nouvelle ville moderne qui aurait une empreinte moins grande, empreinte de carbone moins grande. Donc, est-ce que c'est moins de routes où on ferait passer des routes, des pistes cyclables? Est-ce qu'on a besoin d'avoir plus d'arbres ici où on met un parc? Est-ce que l'autoroute devrait être là ou plutôt là? On peut tout voir ces différents aspects-là d'une ville, d'une planification urbaine, comprendre c'est quoi les interrelations entre les humains, les voitures, les lieux. Et donc, nous aider à visualiser ça rapidement, de façon virtuelle, avec la modélisation 3D. Et puis là, je vous ai donné beaucoup d'exemples. Je pourrais vous en donner encore énormément. On pourrait jaser très longtemps. Évidemment, on est ensemble pour un temps limité. Et rapidement, pour d'autres matières, en musique, et là, celui-là, il est peut-être même vraiment difficile à s'imaginer en quoi la musique, la modélisation 3D peut emmener un aspect sonore. La modélisation 3D, c'est plus visuel ou tactile avec l'impression 3D. Mais la musique, on peut imaginer un environnement virtuel 3D. Donc, ce qu'on modélise, c'est un emplacement des sons, un emplacement des différents instruments de musique. Imaginez, on a
un casque de réalité virtuelle, de réalité augmentée, ou peut-être même c'est notre téléphone cellulaire qui est géolocalisé et puis on parcourt un parc dans lequel on ne voit rien, mais grâce à la modélisation 3D qui a été faite d'un environnement sonore avec des musiciens qui seraient à cet endroit-là. Donc, on se déplace dans un environnement 3D sonore. Donc, on s'approche, si on s'en va, on marche dans cette direction-là, mais on entend plus le violon. Si on s'en va dans cette direction-là, on entend plus le piano. Et donc, on a créé un environnement virtuel, une modélisation 3D auditive. En alimentation, petit exemple de ce qu'on peut faire en alimentation, vous avez une classe, vous faites des biscuits. Bien, pourquoi pas utiliser la modélisation 3D et l'impression 3D, si c'est disponible dans vos écoles, pour imprimer en 3D un emporte-pièce de la forme la forme préférée du jeune. On a envie de faire un papillon, une licorne, un dragon, un vaisseau spatial. On dessine l'emporte-pièce en modélisation 3D, on l'imprime, puis ensuite, quand on fait les biscuits, on peut faire nos biscuits de la forme qu'on veut. Dans un contexte de mode, on peut penser des fois, on n'a pas toujours les matériaux disponibles pour faire un type de vêtement ou un chapeau, une botte. Puis parfois même, c'est coûteux là, de faire pardon, ça peut être coûteux de faire des prototypes ou des tests. Modélisation 3D, on a des outils pour visualiser avant de commencer à découper des tissus, des matériaux qui peuvent être un peu plus coûteux. Donc, pour la mode, ça peut être très utile. Ça peut aussi être utile pour voir c'est quoi les proportions d'un corps humain. C'est quoi la taille, la grandeur en fonction des jambes, la largeur d'épaule, un bras, puis donc des notions d'ergonomie qu'on peut utiliser. Le dernier ici, en bas à droite, l'aéronautique, je suis allé un peu vraiment plus loin, mais en ingénierie, faire des simulations. Ce qu'on voit ici, ça va dans une turbine et donc utiliser un logiciel qui permet d'analyser avec précision là, les frictions, l'efficacité, combien de rotations, les performances selon des types de carburant. On peut même se rendre jusque-là avec la modélisation 3D. Donc, je vais donner beaucoup d'exemples. Si je récapitule en gros, la modélisation 3D va permettre de visualiser autant l'infiniment petit que l'infiniment grand, donc des molécules jusqu'à la Terre au complet ou le système solaire, permet de changer de point de vue. Donc, on est vraiment dans la visualisation qui est d'un point de vue différent. Donc, voir l'intérieur d'un corps humain, par exemple, comprendre c'est quoi la différence d'un volume avec une sphère. Oui, mais la sphère a 2 fois le diamètre. Est-ce qu'elle est 2 fois le volume? C'est comment on peut mieux le visualiser. Aussi permettre un côté d'optimisation aussi. Optimisation de matériaux, optimisation de temps. Parfois, les enseignants sont bien occupés, ils ont beaucoup de choses à faire, puis d'amener, de préparer des maquettes à l'avance pour les élèves. Des fois, on n'a pas le temps, donc on peut utiliser la modélisation 3D pour faire un peu un raccourci pédagogique, si je peux dire, que donc on arrive plus rapidement à montrer un résultat, même en classe. Moi, je me rappelle d'avoir joué avec des cubes puis des prismes que j'avais fabriqués en carton en classe. Si je m'en rappelle, c'est parce que j'avais trouvé ça bien amusant, mais ça prend quand même du temps. Donc, on fait un prisme rectangulaire, on fait une pyramide, on découpe le papier, on plie, on colle, et puis, bien, ça devient la classe qui a duré 2 heures. Bien, pendant ces 2 heures-là, on a fait beaucoup de bricolage, et puis, bien, si on peut faire peut-être un peu moins de bricolage, puis utiliser une portion de ce temps-là avec d'autres volumes qu'on n'a pas le temps de construire, mais qu'on vient voir de façon virtuelle, on vient encore de compléter puis d'optimiser un peu le temps de cette façon-là. Le dernier point, donc après la visualisation et l'optimisation, on a aussi un aspect de simulation. Donc, tester quelque chose qu'on ne peut pas faire en classe. Si en classe, on veut tester qu'est-ce qui se passe avec
quand un volcan explose, on ne fait pas exploser le volcan en classe. On va le voir dans une version virtuelle. On peut voir qu'est-ce qui se passe simuler les différents organes du corps humain. Qu'est-ce qui se passe, dans quelle direction le sang va s'écouler. Donc, l'aspect de simulation qui est une autre façon très utile d'emmener la modélisation 3D. Au final, la modélisation 3D emmène comme bénéfice une expérience multidisciplinaire. Donc, on vient toucher à différents aspects déjà en enseignement, puis on vient ajouter un aspect supplémentaire avec la modélisation 3D. Quelque chose qui est innovant, puis bon, c'est innovant en 2021. Je suppose que si on se reparlait en 2030, ça ne serait plus vraiment innovant, mais c'est encore aujourd'hui quelque chose qu'il n'y a pas partout en classe. Fait que c'est les jeunes, souvent, les élèves, les jeunes, les plus jeunes, d'avoir quelque chose de nouveau, ça peut les stimuler aussi. Donc, on a une autre option de plus, on ajoute une autre corde à notre arc là, pour amener quelque chose de plus pour intéresser les jeunes. Et donc, c'est quelque chose qui est dynamique. Un écran avec quelque chose qui bouge et qu'on peut faire tourner à l'écran, c'est dynamique, ça bouge, c'est pas immobile. Donc, pour certains jeunes aussi, cet aspect-là va aider à capter leur attention. La modélisation 3D permet aussi d'emmener une expérience qui est adaptée. Puisqu'on est dans un logiciel virtuel, mais là, il y a les limites, il n'y en a presque plus. Bon, en fait, les limites, c'est sûr, ça prend du courant électrique pour alimenter l'ordinateur, ça prend probablement accès à une souris. Mais sinon, des jeunes avec mobilité réduite, ils peuvent quand même aller visiter le monument parce que c'est de façon virtuelle. Est-ce qu'on a besoin de voir les trucs sous un autre angle qu'on ne pourrait pas voir normalement, mais on adapte les points de vue selon ce que les jeunes ont besoin. La modélisation 3D, c'est souvent, je ne vais pas dire facile, on va dire rapide, quand on connaît bien, d'emmener différents objets, de modifier un peu le contenu, et ça se fait assez rapidement. Donc, si on a une classe qui a un certain besoin, on peut rapidement modifier, s'adapter, puis ajouter ce complément-là rapidement à notre enseignement. Et comme je le répète, c'est complémentaire. Ça se greffe très bien aux programmes scolaires qui existent déjà, aux méthodes d'enseignement actuelles. Tout ce que les enseignants font en ce moment peuvent venir ajouter une couche de modélisation 3D par-dessus pour venir rendre l'expérience engageante ou même peut-être plus engageante pour certains jeunes selon les différents contextes. Donc, j'ai d'autres exemples à vous donner, d'autres exemples pratiques. Là, je dis, bon, passons maintenant de la théorie à la pratique. Je vois l'heure, on n'aura pas nécessairement besoin d'aller faire, on n'aura pas nécessairement le temps d'aller faire du Tinkercad ensemble, mais je veux quand même vous parler d'études de cas qu'on a fait, nous, chez Grandir sans frontières, avec des jeunes. On avait ici fait un projet créer sa chambre. Donc, c'était des jeunes adolescents où devaient concevoir leur chambre à coucher idéale, quel type de lit, comment ils agenceraient les bureaux dans leur chambre, la taille, est-ce qu'il allait avoir un écran télé ou peu importe. Donc, ils devaient faire leur projet de chambre à coucher. On utilisait Blender qui est l'outil que je vous ai montré professionnel, et des objets 3D qu'on trouvait sur Thingiverse, qui est un site où il y a des objets 3D déjà faits, qui sont faciles à importer dans Blender. Et ensuite, tout ce qu'il nous reste à faire,
c'est de faire l'aménagement, déplacer le lit dans ce coin-là. Ah, mais non, il est trop proche de la fenêtre, peut-être de ce côté-là. Et puis, bien, avec la modélisation 3D et de l'impression 3D, parce que ces objets-là, les jeunes avaient accès à une imprimante 3D, ils ont pu imprimer certains objets pour venir faire une maquette, donc une représentation physique de leur chambre idéale qui avait préalablement mis en place en 3D de façon virtuelle. Et avec, l'image, elle est petite, on ne voit pas très bien, mais il y a, par exemple, un petit fauteuil, une table avec un miroir dans un coin, un piano. Tout ça, c'était des éléments qui ont été imprimés en 3D, qui avaient été vus dans la modélisation 3D juste avant. Donc, les jeunes avaient vraiment bien aimé ce projet-là. Puis, ça permet d'arriver à un résultat visuellement intéressant, un résultat, on va dire, de qualité assez rapidement. Disons que ce projet-là aurait peut-être eu moins de succès si les jeunes avaient eu besoin de découper en carton, puis des fois sont peut-être moins habiles, puis le résultat aurait été moins intéressant. On a aussi fait un projet de mini-musée. Donc, encore à l'aide de Blender, d'une banque d'objets 3D qu'on trouve sur Thingiverse, puis aussi un autre logiciel qui s'appelle 3D Slash, qui est un logiciel un peu plus simple. Donc, les jeunes avaient mis en place une petite exposition dont on voit ici, je suis vraiment désolé de la qualité d'image. On n'a malheureusement pas pris des photos très claires de ce projet-là, mais vous pouvez peut-être reconnaître différents monuments. Puis, ben, ce projet de mini-musée avait été fait, les jeunes, donc c'était approprié un sujet, un objet, donc un monument historique, et avait pu le modéliser et de pouvoir le faire en 3D. Ça a été un autre exemple de projet que les jeunes ont bien aimé. Donc, démonstration, en fait, je suis allé un peu plus vite que j'avais prévu. Là, je vous ai fait des démonstrations de Tinkercad et Blender en cours de route, mais donc, je vais juste m'assurer du temps qu'on a. Parce qu'avant je peux vous montrer Blender et Tinkercad un peu plus en détail, mais juste avant, je veux m'assurer de répondre à vos questions si vous avez des questions. Là, je vois qu'on demande si la présentation sera disponible. Je renvoie la question à ma collègue Iman. Est-ce que je suis pas certain si la présentation va être disponible ou comment elle sera disponible. Donc, moi, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si Iman avait une autre réponse. Je vois qu'on a aussi, donc c'est moi le nom que je vois René qui a une question. C'est quoi, quelle est votre question? Oui, Maxime, merci beaucoup pour votre présentation. Et je me demande si dans le deuxième projet que tu as présenté, le mini-musée, toutes les impressions sont dans couleur blanche, mais dans le premier projet de la petite chambre, et beaucoup de couleurs. Donc, je ne sais pas combien de couleurs sont disponibles pour l'impression. Oui, c'est ça. C'est une excellente question. Donc, oui, en effet, ici, ça a été fait en blanc. La couleur blanche en impression 3D, c'est celle qui est la plus facile à trouver. Souvent, on a d'autres couleurs, mais ça va être des couleurs plutôt franches. Si je vous montre ici, on a par exemple un vert, un bleu, un rouge, un bleu un peu plus pâle. Donc, ce sont des couleurs sont des couleurs franches. Donc, on va dire les couleurs primaires et secondaires surtout.
Bien, quelque chose qui est bien intéressant quand on imprime en blanc, c'est qu'avec certains feutres ou certains stylos, on peut venir colorer par-dessus. Donc, je ne sais pas si j'ai ici, j'essaie de trouver. Ah, non, je ne l'ai pas à portée de la main, mais j'ai un objet que j'avais imprimé en blanc. Et puis, j'ai justement utilisé un feutre bleu puis un feutre rouge pour venir ajouter des couleurs par-dessus. Puis, ça donne quand même un résultat assez intéressant. Puis même, on peut aller plus loin que ça, si on veut. On peut même on peut même les peindre. J'ai déjà vu des prototypes en industrie qui avaient été imprimés avec une imprimante 3D, puis ensuite, bien, avec de la peinture en aérosol, avec un airbrush, par exemple, là, la couleur était ajoutée par-dessus l'impression 3D, puis ça donnait un fini un peu comme si c'était fait en plastique. C'était vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je vois que la question à propos de la présentation a été répondue. Donc, la présentation n'est pas disponible, mais oui, on vous met dans le clavardage aussi l'adresse de Grandir sans frontières. En fait, si je vous invite à nous visiter Grandir sans frontières, même si, au Pérou et au Portugal, ce n'est pas très proche, mais nous, on est capable de s'adapter. Puis, on est disponible si vous avez des projets que vous voulez mettre en place. Vous pouvez nous contacter. Ça va nous faire plaisir